Bonjour, Monseigneur Mathieu Rouget, merci beaucoup d'être notre invité. Merci de votre accueil et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes évêque de Nanterre et vous êtes l'un des porte-parole de l'épiscopat sur ce sujet de la fin de vie dont on va parler. On est ensemble pendant 20 minutes pour un entretien en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monseigneur. Bonjour. Et le Sénat qui examine donc, on en a parlé en ce moment, les textes sur la fin de vie. Une loi de fraternité, disait Emmanuel Macron lorsqu'il a lancé les débats sur ce sujet. Comment vous la qualifiez ? D'abord, je veux dire que je viens ici, je suis évêque évidemment, mais pas pour défendre une position confessionnelle. Les églises, avec beaucoup d'autres acteurs du monde de la santé et puis de personnes aux convictions extrêmement variées, sont ensemble à promouvoir non pas une position dogmatique, mais un rapport particulier à la fraternité. Il nous semble, depuis le début de la présentation de ce projet par le président de la République, ça fait maintenant de nombreux mois, que la véritable fraternité passe par l'accompagnement le meilleur possible, et c'est toute la logique des soins palliatifs dont vous venez de parler, dont on va parler encore sûrement, plutôt que par un geste létal. Mais vous la qualifiez comment, vous, cette loi ? Vous dites non, c'est pas une loi de fraternité ? Alors, pour l'instant, cette loi, nous ne savons plus exactement où elle est. On est au milieu du gué du débat sénatorial, que je trouve d'ailleurs intéressant et digne. Et donc, il faudra voir. Mais pour nous, la fraternité passe par l'accompagnement de la vie et pas par des gestes létaux. Monseigneur, vous dites en effet il faut attendre de voir, mais vous êtes déjà exprimé, hein, j'ai lu les tribunes que vous avez pu publier dans la presse, vous avez parlé notamment d'une désinvolture institutionnelle invraisemblable à propos de cet examen sur la fin de vie. Pourquoi désinvolture ? Non, ce que j'ai souligné dans cette tribune il y a 2 jours dans l'Opinion, c'est que sur un sujet extrêmement important, on a eu une valse des ministres de la Santé, je crois 8 ministres en 3 ans. La ministre actuelle est présente au banc, mais jusqu'au début de la semaine, beaucoup de sénateurs se demandaient si elle serait là, parce qu'elle est engagée dans une campagne de législative partielle, entre le premier et le deuxième tour dans le Loiret, je crois. Et la ministre a été bien présente malgré sa campagne électorale. Mais si vous voulez, c'est vrai que sur un sujet si grave, comme sur d'autres d'ailleurs, la situation politique actuelle fait que tous les acteurs dialoguent avec un ministre, et puis à peine le dialogue est-il entamé, qu'il faut l'entamer avec un ministre suivant, et sur des sujets qui demandent une réflexion profonde de long terme, il y a quelque chose qui ne va pas. J'entends, Monseigneur, mais ce débat sur la fin de vie, il ne date pas d'hier, il a fait l'objet de multiples rapports, de multiples débats, dont beaucoup ont souligné d'ailleurs la teneur et la hauteur, notamment à l'Assemblée nationale, qui pourtant n'est pas vraiment reconnue pour son calme. Pourquoi donc rejeter finalement parler de désinvolture alors même qu'il y a eu des centaines, voire même des milliers d'heures de réflexion autour de cette question ? Alors moi par exemple je n'ai jamais parlé d'un débat précipité parce que de fait ça fait de très nombreux mois qu'il est engagé. Le point précis que je voulais dire c'est que quand on a une valse des ministres et qu'on ne sait pas au début de la semaine qui sera au banc, c'est quand même le signe que sur un sujet très grave, l'instabilité politicienne l'emporte un peu sur la sérénité du débat. Julien, une question sur ce qui s'est passé hier soir. Oui, je reviens sur l'actualité. Oui, juste qu'on précise, c'est le rejet, avant votre question, le rejet d'un des principaux articles sur le droit à mourir, celui qui fixait les conditions du droit à mourir. Exactement. Le Sénat, hier soir, a rejeté l'article clé, la clé de voûte du texte. C'est donc ce qui entraîne un retour probable donc, à l'Assemblée nationale et un parcours encore plus chaotique. Est-ce que vous y voyez un sursaut éthique ? Alors, en tout cas... D'abord, moi, je n'ai pas entré immédiatement dans le débat partisan et je ne le souhaite pas. Ce que j'ai trouvé... C'est ce que vous avez fait via une tribune. Alors, pas le débat partisan. Je suis entré dans le questionnement éthique. Après ça, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu un débat peut-être un peu plus tendu que le Sénat en a l'habitude, mais en même temps que j'ai trouvé respectueux et serein et intéressant. J'ai un peu suivi par Internet à distance. Et cela manifeste que cette question si sensible est une question qui ne cesse de susciter le débat. Et ce qui me frappe depuis plusieurs mois, c'est de voir que, mois après mois, eh bien, des nouvelles réflexions, des nouvelles voix viennent interroger, en fait, le mode le plus juste d'accompagnement de la vie fragilisée dans notre pays. Vous voyez, je trouve que c'est une question extrêmement sensible. Et personnellement, je ne souhaite pas avoir de formule à l'emporte-pièce.
Je pense qu'il y a beaucoup l'ont dit, on ne peut légiférer qu'avec humilité, la main tremblante, etc. Et je le crois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, le débat se poursuit. Mais hier, pendant le débat, il y a une partie des sénateurs de gauche qui ont accusé certains sénateurs, plutôt à droite, de rejeter le texte en raison de leurs convictions religieuses. Vous le pensez ? Alors, c'est un thème récurrent, mais comme je vous l'ai dit en commençant, personnellement, je ne crois pas que la question soit religieuse. Certes, les églises ont pris des positions sur ce sujet, mais il y a aussi des grandes voix philosophiques, médicales, ou même littéraires, qui ont pris la parole, indépendamment de toute conviction religieuse. Et Jean Leonetti, qui est l'auteur de la loi qui porte son nom, répète facilement que lui-même n'est pas croyant. Alors après, ce qui m'a frappé aussi au Sénat, c'est que le débat n'était pas droite-gauche. Je pense par exemple à la présidente du groupe communiste, qui de manière personnelle a ajouté une voix différente par rapport à ce qui était proposé. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un débat, ce n'est pas un débat religieux, ce n'est pas un débat sur la laïcité, ce n'est pas un débat politicien, c'est un débat d'humanité. Je reviens simplement sur les débats qui ont eu lieu en commission avant le rejet là, hier du texte. En commission, le Sénat avait remplacé la notion de droit à l'aide à mourir par celle d'assistance médicale à mourir. Je voulais avoir votre avis là-dessus, savoir si cette transformation évoquait pour vous une évolution raisonnable sur ce thème de la fin de vie, ou est-ce que c'était finalement un pansement sémantique ? En fait, je pense que la question sémantique, depuis le début du processus, est assez importante. Je me souviens, quand nous avons parlé ensemble avec quelques autres personnes, avec le président de la République, il disait « je ne veux pas ouvrir un droit ni une liberté, mais une possibilité ». Et on voit bien que les mots, parfois disent le réel, parfois cherchent à le voiler. Et donc je pense que sur ce débat-là, depuis le début, il faut éviter de tomber dans l'euphémisation, de vouloir dire les choses de manière un peu atténuée. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on permet le geste létal ou non ? Est-ce que c'est un texte qui permet l'euthanasie ou le suicide assisté ? Je pense que la clarté des mots vaut mieux que les formules un peu alambiquées. Vous voulez dire, Monseigneur, que... et moi, j'aimerais avoir quand même votre point de vue sur la question. Ce geste létal, qu'il soit appelé assistance à mourir ou bien droit à l'aide à mourir, n'empêche qu'il existe, ce geste létal. J'ai lu vos écrits, vous avez parlé de geste contre nature. Alors, deux questions. Déjà, d'une, pourquoi vous qualifiez ça de geste contre nature ? Et deuxièmement, est-ce que pour vous, ça exclut donc l'idée même d'un quelconque geste qui permettrait la mort ? Alors, ce que j'ai dit exactement, c'est que inscrire un geste létal dans le contexte du soin, c'est contre nature parce que le soin vient accompagner la vie. Et ça, c'est ce que je dis. Je ne le dis pas de moi-même. Je le dis à l'écoute de beaucoup d'acteurs du monde médical qui disent, voilà, nous sommes faits pour accompagner la vie. On ne peut pas inscrire un geste létal dans la logique du soin. C'est le point exact. Alors d'autre part, oui, nous, comme avec beaucoup d'autres, nous ne pensons pas que le geste létal soit légitime et que c'est tout l'enjeu de ce débat. Et je voudrais dire, on a souvent évoqué la dernière avis sur le sujet qui remonte déjà à plusieurs années du Comité consultatif national d'éthique. Et souvent on dit que cet avis, d'ailleurs plusieurs membres du comité avaient pris des réserves par rapport à cet avis, était plutôt en faveur du suicide assisté. Mais on oublie de dire que cet avis spécifiait qu'avant toute évolution législative sur ce sujet-là, il fallait prendre en compte pleinement la question des soins palliatifs. Et donc là, il y a ces deux propositions de loi parallèles. Le Sénat a choisi d'examiner la question de la mort provoquée en premier, mais pour nous, le plus important, c'est que, et c'était votre débat avec la sénatrice qui m'a précédé sur ce plateau, l'important, c'est qu'on avance dans la lutte contre les déserts palliatifs pour que le meilleur accompagnement possible des personnes en fin de vie soit mieux garanti dans notre pays. Mais sauf que pour le moment, il y a encore, on n'avance pas beaucoup sur cette question des soins palliatifs. Il y a encore une vingtaine de départements en France où il n'y a pas de service de soins palliatifs. Est-ce que la situation actuelle, elle ne crée pas une forme de fracture sociale entre ceux qui ont les moyens de choisir leur mort et de partir à l'étranger et ceux qui ne le peuvent pas ? Alors c'est deux sujets différents, mais en tout cas, je pense que, et vous l'avez très bien dit,
la lutte contre les déserts palliatifs doit être prioritaire. Et c'est pour cela que la première des priorités, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire avec les soins palliatifs. Et puis après, on verra où on est la situation. Mais vous voyez, il y a cette priorité-là et qui avait été indiquée très clairement par l'avis du Comité consultatif national éthique. Alors les soins palliatifs, la fracture sociale. Les soins que crée la situation. Non, mais la fracture sociale, elle est d'abord une fracture territoriale. Et je sais à quel point au Sénat, on y est sensible. Je veux dire un petit mot sur les soins palliatifs parce qu'on les nomme toujours et tous les téléspectateurs ne savent pas de quoi vraiment il s'agit. C'est d'abord une convergence entre la science et l'éthique, puisqu'on a beaucoup progressé depuis ces dernières années en matière de traitement de la douleur. Et on continue. Je me souviens d'un débat que j'avais eu il y a quelque temps avec le président de la République sur la question des soins palliatifs pédiatriques. Et aujourd'hui, on a beaucoup avancé dans ce domaine-là. Et puis, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et puis, les soins palliatifs, c'est aussi accueillir les personnes dans leur globalité, soit par des antennes mobiles de soins palliatifs, soit par des soins palliatifs à domicile, soit par des maisons de soins palliatifs. On accompagne la personne et dans le traitement de la douleur, mais aussi dans la prise en compte de son corps, avec de la kiné, des massages, des soins, et aussi dans la prise en compte de son contexte humain, des lieux où la famille peut être mieux présente pour entourer la personne en fin de vie. Et derrière ce que sont les soins palliatifs, en fait, depuis maintenant plusieurs décennies, et la France a été sur ce sujet un des pays phares et avec des grandes personnalités, comme Marie de Henzel, par exemple, qui reste très très réservée sur le projet dont nous parlons, eh bien, il y a une sorte de rapport renouvelé du monde médical aux malades qui est en train de s'instaurer, où il ne s'agit pas simplement de soigner des organes, mais d'accompagner les personnes. Donc vous voyez, la dynamique palliative, c'est une dynamique vertueuse, une dynamique de fraternité, et la première priorité aujourd'hui, c'est que cette dynamique vertueuse de fraternité s'étende à tous nos territoires. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, Mathieu Roger, qu'aujourd'hui, dans certains cas, on meurt mal en France, et est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une forme d'humanité aussi à pouvoir choisir sa mort ? Alors, c'est encore deux sujets différents. Je pense d'abord que la mort est toujours quelque chose d'un peu dramatique. Même quand on meurt sans aucune souffrance chez soi de vieillesse, c'est une rupture de relation immédiate en tout cas, même si nous croyons que la vie se transforme et se prolonge, mais c'est toujours quelque chose de dramatique. Et ça, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas imaginer que toute mort sera toujours douce, premièrement. Deuxièmement, il faut faire attention à ne pas accréditer l'idée que tout le monde meurt mal dans l'atroce souffrance. Beaucoup de personnes meurent âgées de manière paisible et bien accompagnées. Moi, pour l'avoir aussi constaté avec des proches, les services municipaux aident à avoir de l'accompagnement infirmier. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, quand c'est possible, dans l'accompagnement à domicile. Et puis, pour nous aussi, pour le coup, comme chrétiens, nous voulons vraiment encourager les fidèles, beaucoup le font déjà, à être très présents dans le suivi des personnes, notamment âgées et isolées. Donc voilà, il est injuste de dire qu'on meurt mal globalement en France. En revanche, je crois qu'avant toute autre évolution, le plus important, c'est qu'on mette tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour accompagner les personnes qui sont en souffrance. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se font déjà et qui peuvent se faire encore mieux avec les soins palliatifs. Et j'ajoute que, moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup d'acteurs du monde palliatif, qui, je crois, apportent beaucoup en humanité, en fraternité à notre société, disent, si on légalisait la mort provoquée, en un sens, on fragiliserait à la racine les soins palliatifs. Oui, mais est-ce qu'il ne reste pas malgré tout une difficulté dans votre position quand vous parlez d'une aide à mourir qui ferait peser une pression implicite sur les plus vulnérables, c'est ce que vous exposez dans vos tribunes, mais comment l'Église peut-elle dénoncer ce risque sans être accusée de prolonger, j'espère que je vais bien me faire comprendre, une forme de contrainte morale sur des personnes qui réclament avant tout leur autonomie et leur liberté de choix ? Alors d'abord, ce n'est pas, encore une fois, une position confessionnelle ou d'autorité ou dogmatique. Moi, je suis très frappé en lisant beaucoup, en mettant à l'écoute de ce que nous disent des acteurs de terrain. Je pense en particulier à plusieurs notes récentes de la Fondapol sur psychiatrie et mort provoquée, gériatrie et mort provoquée, handicap et mort provoquée. Et les auteurs de ces notes, qui ne sont pas nécessairement des croyants, et qui sont par contre des acteurs de haut niveau et de terrain, nous disent attention à ce que cela pourrait faire peser sur nos publics fragiles. Je pense qu'un point central dans ce que vous dites,
Et c'est pour ça que ce débat est un débat digne. Et moi, je suis à l'écoute de ce que tout le monde dit, vous voyez, sans aucun jugement sur les personnes, parce que je pense que tout le monde est fondamentalement animé par le désir de contribuer au bien commun. Mais nos choix individuels ne sont jamais seulement individuels. Nos choix individuels impactent la société tout entière. Et c'est cela que nous avons à prendre en compte. Et du coup, un des aspects de ce débat, c'est celui de la société en général. Sommes-nous une somme d'individualités juxtaposées ou avons-nous à prendre en charge collectivement le respect que nous voulons apporter à tous et aux plus fragiles en particulier. Julien, on va parler plus largement de la situation nationale, internationale, des tensions qui traversent nos sociétés. Oui, alors si on parle d'individualisme, on en connaît un qui aime le projeter sur scène. Je vous parle de Donald Trump, évidemment, hein, qui multiplie les déclarations brutales, notamment sur le Groenland, qui bouleverse l'ordre mondial. Hier, il a finalement fait un pas en arrière concernant une invasion du Groenland et notamment sur les tarifs douaniers. Comment un responsable religieux que vous êtes regarde-t-il cette forme de rapport de force assumé entre puissances, ce bouleversement de l'ordre mondial et ce retour des empires? Alors évidemment, il y a quelque chose de très inquiétant, et puis cette espèce de brutalité permanente est extrêmement lourde à porter. Je pense que notre société tout entière est vraiment marquée par les violences sociales et parfois, chez nous vraiment dans tous les domaines, et puis ces violences internationales. Moi, je suis attentif à ce que font mes confrères évêques américains et qui font entendre leurs différences sur pas mal de sujets avec force. Sur quel sujet? Excusez-moi. Alors il y a tout ce qu'il peut y avoir autour des migrations, autour des suppressions progressives de capacités à aider les personnes en fragilité, etc. Enfin, toutes les questions sociales. Et puis, au fond, il y a aujourd'hui deux très grandes personnalités américaines au plan international. Il y a Donald Trump et il y a le pape Léon XIV. Et il me semble que Léon XIV, pour le coup, depuis sa première intervention, alors j'ai vu qu'un hebdomadaire français le trouvait un peu en arrière de la main, mais en réalité, il incarne cette espèce de force tranquille où il dit ce qu'il a à dire, sans aucune restriction, et en même temps de manière pacifiante et pacifique. Et ça, je crois que c'est très important aujourd'hui qu'il y ait une sorte de contre-modèle, en quelque sorte. On n'est pas obligé, pour s'affirmer dans l'espace international, de faire preuve d'outrance. Et c'est vrai à tous les niveaux, d'ailleurs. Il se fait suffisamment entendre, vous trouvez? Je trouve qu'il a un ton qui est heureux et bienfaisant. Alors après, la diplomatie pontificale se fait entendre par différents canaux. Son adjoint, qu'on appelle le cardinal secrétaire d'État, a été assez actif ces dernières semaines avec beaucoup de voyages à l'étranger où il porte sans arrêt son message. Le Saint-Siège aussi fait un travail diplomatique de terrain. Mais moi, je pense que le pape incarne quelque chose d'important. Et puis, du point de vue international, là, on s'écarte un peu de la question américaine. Malgré tout, son premier voyage en Turquie et au Liban a été important. Et vous savez que parmi les prochains voyages qui se profilent, il devrait y avoir une tournée africaine intégrant et l'Algérie pour aller au pays de Saint-Augustin, dont il est un fils spirituel, et en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est très important aussi, parce que souvent, nous regardons un peu trop le monde avec des yeux occidentaux rivés sur des questions très importantes, hein, et les impérialismes nouveaux que vous évoquiez, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se joue aujourd'hui, par exemple en Afrique. Est-ce que vous redoutez que la situation politique internationale, mais aussi nationale, pousse à l'individualisme, au repli sur soi? Et est-ce qu'on peut encore faire société dans les tensions aujourd'hui actuelles? Alors, l'individualisme et le repli sur soi, nous le voyons, mais bien sûr qu'on peut faire société. Et vous savez, comme évêque, je passe beaucoup de temps sur le terrain à rencontrer les chrétiens, mais aussi les réalités associatives locales. Je viens de passer 3 jours dans une paroisse du sud des Hauts-de-Seine, le département dont je suis l'évêque, et j'ai été à la rencontre d'associations tout à fait laïques de terrain, magnifiques,
que ce soit des épiceries solidaires, qui sont des lieux de socialisation pour les personnes en grande précarité, que ce soit les accueils de nuit pendant les mois les plus froids qui permettent un travail de réinsertion, que ce soit des ateliers qui, dans des partenariats avec l'État d'ailleurs, permettent à des personnes de retrouver un peu de formation professionnelle et des perspectives d'emploi. Donc aujourd'hui, il y a des forces de dissolution du lien social, mais il y a aussi une capacité à faire société en étant respectueux à l'égard de toutes les réflexions, de toutes les positions. Et évidemment, vous savez, nous sommes les chrétiens, avec beaucoup d'autres, des hommes et des femmes de l'espérance. Et cette espérance, comme le dit saint Paul et le pape François aimait cette formule, l'espérance, quand on la cultive vraiment, elle ne déçoit pas. Et on va terminer sur ce message. Merci beaucoup. Merci Monseigneur Mathieu Rouget d'avoir été notre invité. Merci Julien. La une de la Voix du Nord, ce sont les grandes écoles en mode séduction. C'est à lire dans votre journal.